Bonjour, bienvenue sur le bord du canal de la Chine. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal, oui, le 13 mai 2022. Alors, j'abandonne aujourd'hui la lecture, pendant quelque temps, de Michel Schneider, Des livres et des femmes, pour vous parler d'un auteur qui me fascine beaucoup et depuis longtemps, Roger Munier. Roger Munier, né en 1923, décédé en 2010. Il a fait ses études chez les Jésuites. En 1949, il fait la rencontre de Martin Heidegger. Et par Martin Heidegger, il rencontre René Char. Puis, quelques années plus tard, Celan. Son activité professionnelle l'a conduit dans le domaine de la métallurgie, où il a occupé un poste très important. Et je pense que des travaux sont à faire sur l'impact de son travail professionnel dans son travail de traducteur, de poète et de philosophe. Et lors d'un voyage professionnel au Japon, il découvre la sagesse extrême orientale. Et à la fin de son activité professionnelle, il se retire dans les Vosges. Il a dirigé pendant quelques années dans la collection L'espace intérieur chez Fayard, dans laquelle collection on retrouvait Antonio Porcia et également Roberto Huarros, dont il a été le traducteur. Traducteur également de Sibelius, traduit de l'allemand. Il a été traducteur de l'anglais et de l'espagnol aussi, et du grec ancien, il a traduit Héraclite. Alors, il a su combiner par une synthèse à la fois de poésie et d'aphorisme, il a su proposer une nouvelle vision du réel. Pour ma part, j'éprouve pour Roger Munier une fascination qui date depuis très longtemps. Et je me suis, préparant cette petite vidéo, je me suis demandé quel a été l'impact de sa formation chez les Jésuites, quel a été l'impact sur sa poésie et sa philosophie, son travail dans les hautes sphères de la métallurgie, lorsque l'on sait que les métaux peuvent être en fusion, lorsque l'on sait le décantement de la pierre, lorsque l'on sait l'embrasement des éléments, lorsque l'on sait le feu et la pierre, quand ils se rencontrent, peuvent réinventer le monde d'une certaine manière. Il y a quelque chose chez lui, dans son écriture, du travail de l'alchimiste. Et je me suis demandé aussi, et ça m'intrigue beaucoup, je sais que lorsqu'il a pris sa retraite, de quel type de retraite a-t-il eu? Une retraite contemplative? Est-ce qu'il cultivait son jardin? Est-ce qu'il s'adonnait à l'astronomie, à l'observation des astres? Est-ce qu'il se réveillait la nuit pour écrire? Est-ce qu'il entreprenait de longues marches méditatives? Et je sais aussi que son activité de poète et philosophe, fondue en une seule activité d'écriture, a connu un grand essor et une période d'intense créativité suite à sa retraite. Alors, il a eu une retraite studieuse, sans doute d'une certaine manière hors du monde, retiré des affaires, du monde, de l'industrie. Et ça me faisait penser à un commentaire que m'a fait mon jeune ami Jean-Loup, qui a fait un spectacle musical, qui a consacré un spectacle musical au poète Fernand Ouellette. Et il me confiait que c'est à partir du moment où Fernand Ouellette a pris sa retraite de l'ONF qu'il a écrit beaucoup. Il a publié beaucoup. Et que c'est une fois la retraite, finalement, que son travail d'écrivain et de poète a connu un essor fulgurant. Alors, je vais vous lire
C'est tiré de ceci, un livre d'entretien qu'il a accordé à Chantal Collomb, publié aux Lettres vives dans la collection Terre de poésie, que je vous montre à l'écran. Collection dirigée par Michel Camus et Claire Thiéva. Et sauf-conduit, l'enjeu poétique, tome 1. On reste que serait donc idéalement la parole poétique? Celle qui ferait dans la sobriété, qui est le propre de la pensée nue, sa place au chant. Le chant n'est pas toute la célébration, mais il fait un pas vers elle. Il est un commencement d'adhésion. Il peut aider de ses pouvoirs les approches de la pensée sévère, donner plus de souplesse à ses avancées. Peut-être même n'est-il pas de pensée accomplie sans un certain chant, celui des profondeurs mentales, parfois déjà affleurant dans le dire. Ici, Chantal Collomb pose la question au poète. Célébrer malgré le monstrueux, malgré Auschwitz et la Bosnie, l'Ukraine. N'est-ce pas immoral? L'ambiguïté du poète qui s'emploie par son chant à rechercher la symbiose avec le monde, y compris son négatif, pourrait bien justifier l'acceptation des pires atrocités. Le poète, surtout, c'est comme vous, il est aussi un penseur. Peut-il se dérober à l'exigence éthique? La célébration du négatif tel que vous la pratiquez, par exemple, dans Exode, ne risque-t-elle pas de vous entraîner, peut-être malgré vous, dans l'inhumain? C'est bien se dire de louange du poème. Ici, ce que vous entendez, c'est un carouge à épaulettes qui décidément me tourne autour en se disant qu'il avait envie aussi de célébrer avec moi la parole de Roger Munier. Alors, je poursuis, Fabienne? C'est bien se dire de louange du poème qui, pour moi, fait problème et problème de fond dans l'approche poétique. Vous l'avez certainement compris. La pensée fixe l'énigme du monde et le négatif qui la marque, sans prétendre jamais les conjurer, sans même le pouvoir. Elle ne considère pas au terme que le monde puisse être un jour, puisse être un séjour pleinement habitable. Elle ne fait que prendre la mesure des conditions qu'il impose pour être au moindre mal habité. Elle n'est au mieux que sagesse. Et il reste bien vrai qu'après Auschwitz et les horreurs présentes de Bosnie ou du Rwanda ou de l'Ukraine, il n'y a guère de place pour un dire de louange. Adorno avait raison. La poésie ne fait pas le poids devant le monstrueux. Elle ne pourrait le conjurer, si elle voulait y risquer, que dans une plus haute vue. Cette plus haute vue est celle que je voudrais au moins signaler, tenter quant à moi de pratiquer dans les choses de l'espace et du temps.
Et d'abord en rappelant qu'elles ne sont bien que de l'espace et du temps. Et que l'ultime n'est pas là où tout pourtant se joue. C'est ce que j'ai essayé de dire dans Exode et surtout dans Éternité. Il convient d'émerger autant que faire se peut des limites étroites de l'espace et du temps, comme tout en un sens nous y invite, comme peut y conduire l'épreuve même du négatif et du malheur. Dans cet ordre, si la poésie est d'évidence impuissante à chaud, le rappel éthique ne peut davantage suffire. Face à l'épreuve absolue du malheur, son exigence ne fait pas le poids non plus. La compassion bouddhique est ce qui s'en approcherait le plus, ou la charité chrétienne comme partage aimant, compréhension abîmée du malheur. La plus haute vue dont je parle est tragique. Elle traverse éthique, compassion et charité, et d'une certaine manière les accomplit en vue d'une épreuve plus radicale, dès maintenant, et ici transfigurante, du néant. Nous ne portons le plus souvent que le poids du néant, ouvert que nous sommes par essence à sa dimension. Nous le savons d'un sourd savoir, qui ne va d'ordinaire qu'à son exaspération en nous. Nous ne savons, au fond, que le négatif du néant. Mais le néant n'est le négatif de la sorte qu'en nous. C'est ce qui donne lieu à l'horreur d'Auschwitz, de la Bosnie, du Rwanda, de tant de crimes contre lesquels ne peut que s'élever l'exigence éthique. Ma conviction est qu'il faut reconsidérer la présence du négatif en nous, et partant du néant, en marquant bien les seuils de danger qui menacent notre essence ambiguë, pour nous garder de débordements qui ne concernent que nous. Vous parlez d'inhumain. Je verrais plutôt dans l'attention au néant, comme je l'entends, une ouverture au transhumain. Il n'y a de ces jours terrestres heureux que rêver, en me permettant un jeu de mots qui n'en est absolument un, pas un. Si humain, hommes viennent de humus, terre, je dirais que nous sommes appelés au sein même de l'humain à une sorte de transmuance qui nous aide en permanence dans l'ici et maintenant, hors de l'ici et du maintenant. Les hauts pâturages sont notre vrai lieu, au pied des pics et des vertigineux surplombs. Et eux sont dignes, oui sans doute, de la parole de louange, comme j'essaie de la pratiquer, s'il est vrai que la louange est déjà transhumaine dans sa seule présomption. Sauf-conduit, Roger Munier. L'enjeu poétique, tome 1. Merci et à demain.